Hello tout le monde, bienvenue dans ce chapitre 2 de Jus de cerveau. Je suis super content de vous accueillir aujourd'hui. Je vais commencer par une citation en lien avec le podcast de la semaine dernière, avec l'épisode de la semaine dernière, pour faire un petit peu le liant. C'est une citation de Henri Bergson, un philosophe français, qui nous dit: il faut penser en homme d'action et agir en homme de pensée. Donc si ça vous parle, si vous vous questionnez, vous pouvez aller voir l'épisode précédent qui concerne le biais vers l'action. Vous pouvez le mettre en liste d'attente, l'écouter juste après celui-ci. Et sans plus attendre, on commence. Donc si vous me découvrez, moi c'est Mika. J'ai une entreprise qui aide les professionnels de l'accompagnement concernés par le TDAH, donc le trouble de l'attention, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, à vivre sereinement de leur activité. Donc dans ce podcast, je fais deux choses. Je documente mon aventure entrepreneuriale et ma quête des 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Et j'en profite pour partager avec vous ce que j'apprends chaque semaine et là où ma curiosité me mène. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler d'argent. Et vous le voyez en fait dans l'objectif du podcast, c'est pas du tout un sujet qui est tabou. Au contraire, j'essaye de le démocratiser, j'essaye de le rendre accessible parce que c'est super important. Et il y a énormément de professionnels de l'accompagnement. Leur problème, c'est pas les compétences, c'est pas une énième formation, c'est pas des astuces, c'est pas un outil, c'est le rapport à l'argent, ou plus précisément le rapport qu'ils entretiennent avec l'argent, qui les sabote et qui les empêche de vivre de leur activité à la hauteur de ce qu'ils pourraient aspirer. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on est la fin du mois de mars, et du coup, ça veut dire bilan des chiffres. Donc on va commencer par là. Et autant vous le dire, concernant mars, je suis pas content. Je suis pas content du tout, parce qu'on finit le mois sur... alors j'ai mis 5 475 euros de chiffre d'affaires, mais plus précisément c'est 5 617 euros et 57 centimes de chiffre d'affaires. Pourquoi des centimes? C'est parce que j'ai eu un paiement Stripe. Donc vu qu'ils me prennent une commission, ça transforme le chiffre rond en un chiffre avec des centimes. Donc c'est pas du tout dans la continuité des 2 premiers mois de janvier-février, où on avait pour ces 2 mois dépassé les 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc on est sur le premier trimestre 2024 à 27 257 euros et 57 centimes de chiffre d'affaires généré. Ça fait une moyenne à un tout petit peu plus de 9 000 euros par mois. Ce qui est loin d'être dégueu, mais qui n'est pas dans ce que moi j'avais prévu, qui était de confirmer la tendance sur laquelle je commençais 2024, c'est-à-dire d'avoir plus de 10 000 euros par mois sur le premier trimestre. Pour moi, le fait de confirmer cette tendance, ça montrait que justement il y avait quelque chose de solide qui se mettait en place. Et là, le fait que on n'ait pas tenu ce rythme, ça montre qu'il y a encore des failles dans mon business. Donc là, aujourd'hui, je vous en parle avec le recul et les réflexions que j'ai pu avoir. Mais je vous avoue que quand on était aux alentours de la moitié du mois du 15-17 mars et que j'étais seulement à peu près 925 euros de chiffre d'affaires encaissé, euh, j'ai commencé à stresser. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le premier réflexe que j'ai eu, c'était de penser à justement cet épisode où j'allais devoir parler des chiffres du mois et justifier pourquoi cette baisse, pourquoi cette instabilité. Donc pour pouvoir vous le justifier, j'ai dû réfléchir à le justifier pour moi-même, clarifier les raisons, voir ce qui clochait. C'est un petit peu ce que je vais vous partager là pour commencer cet épisode. Donc pour moi, cette baisse de chiffre d'affaires en mars, déjà il ne faut pas tirer des conclusions hâtives, parce que très vite on peut paniquer, on peut se dire ah mais il y a un gros problème dans la stratégie de contenu, il y a un problème dans le produit, il y a un problème dans l'offre, il y a un problème dans la cible, on remet tout en question, on recommence, non, surtout pas. On essaye d'identifier où est-ce que ça coince. Et sur les derniers jours, sur les dernières semaines, j'ai identifié en fait plusieurs points faibles de mon business aujourd'hui. La première chose, c'est au niveau de mon offre, qui est un petit peu dans un entre-deux. Si vous me suivez depuis longtemps, enfin si vous me suivez depuis quelques mois, vous savez que moi, mon positionnement, c'est l'organisation personnelle des personnes atteintes de TDAH. J'ai moi-même un TDAH,
J'ai moi-même eu des gros soucis d'organisation personnelle que j'ai réussi à résoudre, et en fait j'utilise cette expérience que j'ai eue pour aider les autres à mieux s'organiser et par voie de conséquence à avancer sur leurs projets, à développer leur entreprise, à demander une promotion s'ils sont salariés ou se reconvertir, etc. Au fur et à mesure des accompagnements que j'ai pu faire, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'une grosse partie des gens que j'accompagnais étaient des indépendants, et plus précisément des professionnels de l'accompagnement, donc des coachs, des thérapeutes, des consultants, des formateurs, même des psys parfois, ou des médecins. Mais dans les premiers cas, la, comment dire, l'organisation, c'est pas la finalité. Moi, je vendais l'organisation, je mettais en avant l'organisation personnelle, mais en fait, c'est pas l'organisation personnelle la finalité, c'est qu'est-ce qu'on obtient avec l'organisation personnelle. Et j'ai réalisé que l'organisation personnelle, pour cette catégorie de personnes-là que j'accompagnais, leur permettait de développer leur entreprise d'accompagnement. Et vu que moi-même, j'ai commencé à acquérir aussi des connaissances ces derniers mois en pratiquant moi-même le lancement de ma propre activité, je peux donner des conseils qui sont assez pertinents pour structurer leur business et se développer sans s'axer uniquement sur leur gars perso. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon offre, elle est dans un entre-deux, c'est-à-dire que je communique explicitement sur l'importance de l'organisation personnelle, mais en fait, derrière, de plus en plus dans les appels de vente, quand j'ai quelqu'un qui est un professionnel de l'accompagnement, en fait, je lui pousse le fait que je vais l'aider à développer son business et que l'organisation, c'est juste un prétexte, c'est juste une première étape pour pouvoir développer le business, mais on va voir plus de choses que ça. On va réfléchir à son offre, à sa cible, à son positionnement, à sa stratégie de contenu, à la partie vente, etc. Et le fait d'être dans un entre-deux, ça fait que ma communication, elle est pas axée là-dessus, donc les gens arrivent en appel de vente avec moins d'éléments en tête par rapport à ce que je leur propose. Et ça fait aussi que mes appels de vente sont moins convaincants. Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue là-dessus. Au niveau des personnes que j'ai pu avoir en appel, il y a aussi quelque chose qui se joue au niveau de l'aspect qualifié des personnes qui viennent. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment des personnes qui sont les plus à même de bénéficier de ce que je leur propose aujourd'hui. Et ça nécessite d'être clarifié, je suis en train de travailler dessus depuis quelques jours, et ça commence à prendre forme. Donc ça, c'était un premier élément, un premier point faible. Le deuxième point faible, c'était au niveau du processus de closing et d'onboarding. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces termes, le closing, c'est simplement la toute dernière partie de l'appel de vente où la personne nous dit « oui, je veux ton accompagnement, on est OK sur le prix et on se lance ». Et l'onboarding, c'est les premières étapes après avoir dit oui pour intégrer le programme. Les premières étapes concrètes d'intégration au programme. Et le problème que j'ai identifié, c'est que la réalisation des paiements, notamment pour 2 personnes qui m'ont dit oui, elle était plutôt incertaine en fait. C'est-à-dire que j'avais le oui, j'envoyais un mail récap avec un récap de mon offre, le montant, le RIB, etc. Je les laissais faire le RIB et ensuite je priais pour que le virement soit fait en fait. À une époque ça marchait, c'était très instable. J'avais beaucoup de chance en fait que ça fonctionne et que ça pose pas de problème. Mais aujourd'hui les problèmes arrivent, c'est-à-dire que oui c'est beaucoup trop laissé au hasard. Et donc ça pose problème parce que j'ai 2 prospects qui m'ont dit oui, mais là j'ai aujourd'hui encore pas de confirmation malgré quelques relances. Donc il y a un truc qui cloche, soit par rapport à mon appel de vente et le point initial par rapport à mon offre, soit dans ce processus d'onboarding où il n'y a pas assez d'engagement dans le démarrage de l'activité. Il y a un truc qui n'est pas assez clair, moi, dans ces premières étapes qui sont cruciales entre le oui et le démarrage de l'accompagnement. Donc ça, c'est le deuxième point faible. Et le troisième point faible que j'ai identifié, c'est aussi que je n'ai pas assez de leads, c'est-à-dire j'ai pas assez de personnes intéressées qui réservent des appels avec moi. Je suis à peu près, on va dire en moyenne à 3-4 par semaine, et c'est beaucoup trop faible. Il faudrait que je sois minimum à 1 par jour, minimum 1 par jour, 2, 3 dans l'idéal. Donc tout ça, ça fait que j'ai du taf. Et c'est des choses que je sais que je dois faire. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai un petit peu de mal à m'organiser là-dessus, j'ai aussi mes contenus à créer qui me prennent du temps. Et je commençais à tourner en rond, je commençais à être un petit peu en boucle sur les sujets, à pas réussir à avancer, etc. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il fallait que je me fasse accompagner. Parce que pour démarrer
Donc l'été dernier, en juillet, j'ai commencé un accompagnement qui m'a vraiment aidé à avancer vite avec la bonne méthode sans me disperser. Et ça a très bien marché parce que j'ai créé ce que j'ai créé aujourd'hui, cette première base. Mais là, je commençais à être un petit peu seul, à tourner en rond sur mes problématiques. Et en fait, c'est juste que ça fait 5 mois que je suis plus accompagné. Et il est temps que je me fasse accompagner par quelqu'un qui va m'aider à dépasser justement le nouveau stade où je suis. Donc j'ai eu la chance de trouver quelqu'un avec qui j'ai démarré vendredi dernier. Donc où j'ai démarré le vendredi, c'était le 22 ou le 23, je ne sais plus exactement, mars. Et ça va m'aider justement à structurer tout ça. L'objectif, enfin la promesse de cet accompagnement étant de passer à 50 000 euros mensuels en 3 mois. Donc j'attends de voir, je pense que c'est jouable. À voir comment le faire proprement, parce que moi je refuse catégoriquement de toucher à la qualité de l'accompagnement que je propose. Aujourd'hui, la grosse force que j'ai, c'est que mon accompagnement, il fonctionne et que mes clients sont super heureux et que moi je suis super heureux de les accompagner et que c'est un vrai plaisir. Donc ça, j'en démordrai pas. Donc il faut que je trouve un moyen de développer brique par brique. C'est le processus dans lequel je suis, donc vous saurez au fur et à mesure des mois comment ça avance, ce que j'apprends. N'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à vous abonner à la newsletter du podcast dans le lien en commentaire pour que chaque mercredi, vous ayez en avant-première l'accès au dernier épisode avant que je l'envoie dans un mail dans ma newsletter hebdomadaire le dimanche qui suit. Donc voilà pour les nouvelles. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler d'argent. J'ai déjà un petit peu introduit le sujet avec mes dilemmes actuels. Et en fait, il y a un gros tabou dans nos business, à nous qui travaillons dans l'accompagnement. C'est un petit peu cette antinomie, c'est un petit peu ce conflit qu'il y a entre d'une part l'accompagnement et la volonté d'aider les autres et le fait de gagner de l'argent. On a l'impression que aider les autres et gagner de l'argent et de faire ça de manière éthique, c'est compliqué, voire impossible. Que dans tous les cas, on doit sacrifier quelque chose, on doit sacrifier des valeurs. Et ça, pour moi, c'est des croyances limitantes. Et je vais vous partager un petit peu aujourd'hui ma vision de la chose dans cet épisode. Et la manière dont cet épisode va se structurer, c'est que je vais répondre directement à des questions que vous m'avez posées par message privé ces derniers jours. Parce que y a des personnes qui m'ont posé des questions très très intéressantes sur ce sujet de l'argent. Et je pense que si ces personnes-là m'ont posé des questions, ce sont des questions que d'autres personnes parmi vous vous posez aussi. Et je pense que ça pourra éclairer beaucoup de personnes et moi ça va m'aider à structurer cet épisode parce que moi j'ai cet enjeu de vous proposer un contenu qui soit un petit peu moins dans la digression et qui soit un petit peu plus axé sur des points précis, sur une trame de base. Mais avant de passer à ces questions-là, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour clarifier de quoi on parle exactement quand on parle d'argent. Alors, l'argent, c'est un très très vaste sujet. Il y a énormément de manières de l'aborder. On peut l'aborder d'un point de vue historique, d'un point de vue économique, sociologique. Il y a plein de manières de faire. On va pas faire ça aujourd'hui, c'est pas le sujet. On n'a ni le temps, et enfin vous n'avez pas le temps, et moi j'ai pas le temps de me plonger dans des recherches pareilles. Par contre, une manière de voir l'argent, c'est déjà de le voir comme quelque chose d'objectif. D'accord ? Souvent on pense à l'argent, si je vous dis le mot argent, il y a quelque chose qui vous vient en tête. Il y a une notion, il y a une émotion, il y a un sentiment. Ça c'est le côté subjectif de la chose, sur lequel on peut travailler. Mais de l'autre, il y a cet aspect objectif de l'argent. Et l'argent, quelle est la discipline qui étudie l'argent ? C'est l'économie. Et étymologiquement, c'est intéressant parce que économie, ça vient du grec oikos nomos, donc deux mots. Oikos, ça veut dire la maison, et nomos, ça veut dire les règles, la gestion, la façon de gérer quelque chose. Donc oikos nomos, c'est la gestion de la maison, c'est la gestion domestique. À l'époque, en Grèce, il y avait des demeures avec des personnes qui étaient une sorte de maîtres et qui avaient des terres agricoles, qui avaient des esclaves qui travaillaient pour eux, parce qu'en Grèce, à l'époque, c'est un système esclavagiste. C'est une forme de système qui peut fonctionner. Et dans ce contexte-là, l'économie, c'était simplement la bonne gestion de sa maison, de son patrimoine familial. Aujourd'hui, dans l'économie, l'argent, il est généré par des entreprises.
Les entreprises, c'est du business. Et le business, souvent, on a l'impression que c'est un gros mot, alors qu'en réalité, le business, c'est simplement un moyen de créer de la valeur pour un État. Un business, il crée de la valeur comment? En produisant des biens et des services que les gens achètent. Comment est-ce que l'État capte cette valeur? Il la capte via la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. On fait quelque chose, il y a une valeur ajoutée dans ce qu'on propose, et l'État va en prendre un morceau. On va prendre un morceau de cette valeur-là. C'est pour ça qu'on paye 20% de TVA sur la plupart des biens. Et le PIB, le produit intérieur brut, qui est la métrique la plus simple pour évaluer la richesse d'un pays, c'est simplement la somme de toutes les valeurs ajoutées qui sont captées par l'État. Donc par exemple en France, le poids de la valeur ajoutée dans le PIB, c'est 40%. 40% de la richesse de l'État français est constituée par la valeur ajoutée. Okay, donc sans valeur ajoutée, sans business, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'état de droit, il n'y a rien de tout ce qu'on voit, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien de tout ça. Donc objectivement, il y a une nécessité à ce que le business existe. Ok, première chose. Deuxième chose, quand on parle de l'argent plus spécifiquement, on pense à un billet de banque. D'accord? Qu'est-ce que c'est un billet de banque? Un billet de banque, c'est un bout de papier sur lequel il y a écrit, et je pense que, j'ai pas de billet sous la main là, mais je pense que si on regarde, en général, ce qu'on a, je suis en train de regarder, mais c'est un billet de Singapour, donc je pense pas que ce soit écrit. Un billet de banque, qu'est-ce que c'est? C'est un titre émis par une banque centrale qui dit que je te donne ce papier, et si un jour tu viens me voir avec ce papier, je m'engage à te donner l'équivalent de la valeur qui est écrite sur ce papier dans une valeur réelle. Donc à l'époque, par exemple, c'était un étalon or. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement sur quoi c'est indexé, j'ai pas fait des recherches jusque-là pour aujourd'hui. Mais en gros, c'est simplement la confiance qu'on a en ce bout de papier, en ce billet de 20 euros, qui fait que le billet a de la valeur. Parce que c'est simplement un titre que la banque centrale nous donne, où elle nous garantit qu'elle peut nous l'échanger contre quelque chose qui a une vraie valeur derrière. Et en économie, ça s'appelle la monnaie fiduciaire. D'accord? Et fiduciaire, ça vient du latin, fidus, ou fideis, qui signifie littéralement confiance. C'est une monnaie basée sur la confiance. Et la valeur, en général, c'est quelque chose qui est basé sur la confiance. Okay? Donc la valeur d'un billet de banque, la valeur de votre argent, elle correspond à la confiance que vous avez en la capacité de votre argent à répondre à vos besoins. D'accord? Si vous avez 1000 euros, vous avez confiance en le fait que ces 1000 euros peuvent vous permettre d'obtenir une certaine quantité de biens et de services derrière. Et c'est pour ça que l'inflation, c'est un vrai problème, par exemple, parce que l'argent perd en valeur, donc les gens ont moins confiance en la monnaie, etc. Et ça crée souvent des cercles vicieux pour l'économie, et que l'État, du coup, doit compenser par plein de manières. Et là, on rentre dans l'économie un petit peu complexe. On ne va pas rentrer dans les détails, d'accord? Donc il y a cette notion de confiance qui est importante et qu'il faut que vous gardiez en tête, ce lien entre valeur et confiance, parce que ça va nous aider pour la suite et pour les questions pratiques que certains d'entre vous m'ont posées. Okay? Donc, cette question de la valeur, oui voilà, ce que j'avais mis, c'était que le lien entre valeur et confiance par rapport au billet de banque, on va pouvoir utiliser le même mécanisme pour réfléchir à la valeur de votre accompagnement que vous vendez, pour fixer son prix. Quelle est la valeur de mon accompagnement? Quelle est la valeur du savoir que je suis en mesure de transmettre à mes prospects? Okay? Mais avant ça, on va commencer par une question plus générale que Manon m'a posée. Donc coucou Manon. Et on va commencer par là avant de rentrer dans les considérations un peu plus business, un peu plus concrètes. Okay? Donc Manon me demande pourquoi est-ce que l'argent est tabou dans certains pays? C'est quoi l'origine de ça au sens large et d'un point de vue sociétal? Alors ça, j'étais super content. Je suis super content que tu m'aies posé la question, Manon, parce que c'est un sujet qui m'a trituré l'esprit pendant très longtemps. Moi, à la base, j'ai fait des études d'économie, enfin, j'ai fait un bac économique, j'ai fait une première année de prépa après ça, donc l'économie, j'en ai quand même mangé, donc moi, justement, j'avais un rapport à l'argent un petit peu conflictuel, donc je trouvais ça intéressant de comprendre qu'est-ce que c'était objectivement l'argent, et pourquoi notre rapport à l'argent, il était conditionné par la société, par la culture dans laquelle on évoluait. Et on pense notamment à la différence du rapport à l'argent entre les États-Unis et la France, par exemple, où c'est extrêmement marqué.
Il y a une piste d'explication, qui n'est pas la seule piste d'explication, mais qui est, je trouve, assez éclairante et qui donne déjà un premier aperçu intéressant et historique de ça. C'est un sociologue il y a- qui a, qui a écrit il y a à peu près 100 ans L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. C'est Max Weber qui a écrit ça. Et dans ce livre, il nous explique comment l'esprit capitaliste est né historiquement et comment c'est lié à l'émergence de la pensée protestante versus la pensée chrétienne. Dans les années 1500, enfin 1400, 1500, tout ce qui est Luther, Calvin, etc. En gros, ce qu'il nous dit, c'est que les protestants donc ont développé leur doctrine en opposition au christianisme sur la base de plusieurs fondements. Et une des choses qui changeait fondamentalement dans la doctrine protestante, dans la doctrine calviniste plus précisément, c'est la croyance en la prédestination. C'est-à-dire que pour eux, chaque personne naissait en étant prédestinée à l'enfer ou au paradis, pour parler de manière simple. Aucune des actions terrestres permettait de s'assurer le paradis ou l'enfer, contrairement par exemple au christianisme, où la foi, le fait d'observer les rites, les prières, etc., ça permettait de s'assurer une place au bon endroit après la mort. Donc qu'est-ce que ça entraînait chez les protestants, cette prédestination? Ça entraînait une certaine angoisse en se disant, bah ok, mais comment je sais si je suis élu ou pas? Qu'est-ce que c'est les signes de mon élection? Comment je peux savoir? Et bien ils se sont dit, un des signes, c'est ma réussite matérielle sur Terre. Si j'arrive à réussir matériellement sur Terre, à avoir le succès financier, ben ça va prouver que je suis un élu de Dieu. Et donc ça a totalement changé le rapport à l'argent, qui était vu de manière beaucoup plus négative avant, et où l'institution ecclésiastique avait un gros monopole là-dessus. C'est que on pouvait chercher l'argent. Alors avec à côté des valeurs d'ascétisme, c'est-à-dire de l'épargne, beaucoup de travail, quelque chose de très humble, de très modeste. Et ça a imprégné les États-Unis, parce que les États-Unis ont une culture majoritairement protestante. Et on voit ce rapport à l'argent dans les cultures protestantes versus les cultures chrétiennes. Ce n'est pas la seule explication, mais c'est une des explications que moi j'ai trouvé très intéressante à l'époque pour expliquer ces différences de mentalité. Par exemple, un exemple en France, c'est Saint-Tropez. Saint-Tropez, qui est une commune majoritairement protestante. D'où le fait qu'on l'associe après un petit peu au bling-bling, à l'entrepreneuriat, etc. Mais en fait, c'est qu'à la base, les gens là-bas essayaient de faire du business parce que leur éthique religieuse les encourageait davantage à faire ça que l'inverse. Donc voilà, d'un point de vue sociétal, une première piste d'explication, la différence entre christianisme et protestantisme, et comment cette éthique capitaliste a pu naître, et ce qui a expliqué la différence entre les États-Unis et la France. Ensuite, maintenant on me demande pourquoi individuellement on peut avoir des fausses croyances sur l'argent. Alors bien sûr, il n'y a pas seulement des explications sociales, il n'y a pas seulement des explications culturelles, il y a aussi des explications individuelles. Et là, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, en ligne de mire. C'est la famille dans laquelle on évolue, c'est l'éducation qu'on a pu avoir, et c'est le lieu dans lequel on a grandi. Selon l'éducation que la famille nous donne, selon la profession des parents, on va avoir un rapport différent à l'argent. Si on a des parents qui sont profs versus des parents qui sont cadres ou entrepreneurs, le rapport à l'argent, il va être nécessairement différent. Pareil selon le lieu où on grandit. Si on grandit dans une grande ville, on va avoir plus de chances d'avoir un rapport à l'argent moins tabou, entre guillemets, alors que si on vit à la campagne, il y a cette tendance un petit peu inconsciente, où chacun reste à sa place, l'ambition est plus complexe, et du coup, il y a un petit peu des mécanismes de pression sociale qui font que le rapport à l'argent est un peu plus tabou dans ce contexte-là. Et dernière chose, par rapport à l'éducation, c'est juste que l'éducation en France, dans l'école en général, la plupart des professeurs sont plutôt de gauche que de droite, et donc nécessairement on a un rapport à l'argent qui est coloré par cette orientation idéologique que les gens peuvent avoir. Et même en économie, moi c'est marrant, j'ai remarqué, c'est que quand j'étais au lycée, donc en première,
C'est la première année où j'ai eu une vraie prof d'économie. J'avais une prof qui était un peu plus de gauche, et quand j'étais en terminale, j'avais une prof qui était un peu plus de droite. Donc c'était marrant aussi de voir leur manière de dessiner le portrait de certains concepts, de certains événements en fonction de cette orientation-là. Et ça, c'est quelque chose qui joue beaucoup et dont on ne se rend pas forcément compte parce que c'est très... ça imprègne des strates très profondes de notre société et de notre éducation dès le plus jeune âge. Et enfin, elle me demande comment lever les tabous face à l'argent. Eh ben, en écoutant ce podcast. Voilà. Ou en venant travailler avec moi. Donc merci pour tes questions, j'espère que c'était clair pour vous, et si vous voulez que je creuse quelque chose, vous pouvez m'envoyer un mail, m'envoyer un message sur LinkedIn, vous aurez tout en description. Ensuite, on enchaîne avec Aurélie. Aurélie qui avait rebondi par message privé sur l'intro de mon podcast où je dis que je documente ma quête des 500 000 euros annuels. Et j'avais dit, c'était dans le prologue il me semble, que j'étais aujourd'hui en micro-entreprise. Et en fait, elle me pose une question, donc là on va aller vraiment vers des éléments plus pragmatiques, plus concrets, qui sont plus actionnables. Donc là, la partie théorique est un petit peu terminée. Donc si vous avez tenu jusque-là, bravo. Là, on rentre dans le vif du sujet et vous allez pouvoir récupérer des éléments intéressants pour vous, pour vos réflexions et pour vos business. Donc elle commence par me demander, Aurélie me demande, comment tu vises 500 000 euros de CA en micro-entreprise ? Et ben, en fait, pour moi, ça, c'est pas forcément une question, parce qu'en micro-entreprise, une année sur deux, on peut dépasser le plafond. J'ai lancé ma micro-entreprise l'année dernière, j'ai pas dépassé le plafond. Cette année, je peux dépasser le plafond, donc en soi, j'ai aucune limite de chiffre d'affaires. C'est juste que l'année prochaine, je serai contraint de créer une vraie structure juridique, entre guillemets. Mais bon, ça, c'est pas un souci. Donc aujourd'hui, moi, je suis pas limité par mon statut. Je peux faire autant de chiffre d'affaires que j'en ai envie. Ensuite, pareil, une question très, très pragmatique. Comment tu vas gérer le passage à la TVA ? Ça, c'est une vraie question, parce qu'à partir de 36 000 euros de chiffre d'affaires, on atteint le plafond d'exonération de la TVA, et on se retrouve à devoir facturer soit 20% de plus, donc nos tarifs augmentent de 20%, sans que nous, on gagne 20% de plus, ou alors on absorbe ces 20%, mais on perd cette valeur-là dans nos accompagnements. Nos accompagnements, ils sont moins chers pour nous, on marge moins dessus. Pareil, c'est pas forcément une question qui m'inquiète dans le sens où mes tarifs aujourd'hui sont pas fixes. Mon pricing, c'est toujours quelque chose d'itératif, quelque chose que je teste parce que mon accompagnement, parce que mon offre en elle-même, le contenu de mon offre évolue. Moi, à terme, par rapport à ce dilemme que je présentais en introduction, sur orga perso versus accompagnement business, mon accompagnement va augmenter en tarif sur les prochains mois. En juin, j'aimerais bien proposer quelque chose autour de 4-5 000 euros, alors qu'aujourd'hui, je suis entre 2-3 000 euros. Donc en fait, s'il y a de la TVA, au pire, je facture en 5 000 euros TTC, et puis tant pis, quoi, c'est pas très grave, ça fait 4 200 euros hors taxe à peu près, un petit peu moins. C'est déjà très bien, c'est déjà très très bien pour commencer. Donc pour l'instant, je m'inquiète pas forcément, je pense que je vais absorber. Je vais garder mes tarifs actuels qui vont juste passer en TTC au lieu de hors taxe. Mais je pense que vu que je vais augmenter mes tarifs et que je vais améliorer ma manière de délivrer mon accompagnement avec plus de sessions de groupe, avec des nouvelles personnes qui vont intégrer l'équipe sur différents sujets, dans tous les cas, le prix va augmenter. Donc ça va compenser dans tous les cas. Donc voilà sur ce point. Et enfin, une dernière question qui est, je trouve, pour le coup, vraiment très très intéressante parce qu'elle ouvre plein de réflexions. C'est la question de comment définir le tarif de son accompagnement. Et Aurélie me partage plusieurs contraintes qu'elle a. Elle en a 4. Première contrainte, faire de la qualité avec une super satisfaction client, donc un accompagnement individualisé. Première chose. Deuxième chose, faire en sorte de gagner correctement sa vie parce qu'elle fait du bon travail et il y a beaucoup de coachs qui galèrent à vivre seulement de leur activité, qui ont un travail à côté ou qui vivent à peine avec un SMIC ou un maximum 2 000 euros par mois. Ce qui peut être compliqué quand on a une famille, quand on a des crédits, etc. Donc deuxième contrainte, bien gagner sa vie. Troisième contrainte, très intéressante celle-là, pratiquer des tarifs justes, c'est-à-dire à la fois accessibles mais pas non plus low cost.
Et on rejoint le point 2 sur on fait du bon travail, donc on aimerait bien être rémunéré sur notre travail, mais de l'autre, on ne veut pas se rendre inaccessible et impossible à acheter, à se permettre. Quatrième contrainte, essayer de comment toucher un maximum de clients intéressés par son offre, comment se différencier et comment le distanciel peut aider à ça. Donc il y a beaucoup d'éléments dans cette question et je vais les reprendre morceau par morceau. Okay, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on définit le tarif de son accompagnement. D'accord ? C'est vraiment la question qui tue. C'est la question que tout le monde se pose, c'est la question à laquelle personne n'arrive à répondre, alors que c'est la question la plus importante parce que c'est celle qui définit la viabilité de notre business et notre propre sérénité derrière, parce que moi je vous avoue que ce mois-ci, avec le chiffre d'affaires plus faible, ça crée du stress financier et personnellement je déteste à la fois cette sensation de stress financier et je déteste comment ça me rend. Parce que du coup je suis là à relancer les gens qui me doivent de l'argent et je suis needy, enfin je suis en demande, etc. Je suis chiant, enfin bref. Vous voulez pas me voir en état de stress financier parce que je suis insupportable. Donc beaucoup de gens verraient une grosse partie de leurs problèmes résolus rien que par le fait d'avoir des rentrées d'argent stables et prévisibles en faisant quelque chose qu'ils aiment et qui apporte de la valeur aux gens. Ça, j'en suis convaincu. Convaincu de ça. Donc comment on définit le tarif de son accompagnement ? C'est par rapport à la valeur de ce qu'on apporte. Si on apporte de la valeur aux personnes qu'on accompagne, cette valeur va objectivement se matérialiser sous forme d'argent. C'est comme ça que l'échange de valeur va pouvoir avoir lieu. Je te donne de la valeur en t'accompagnant sur ta problématique et en essayant au maximum de résoudre ton problème. Et en échange, toi, tu vas m'apporter de la valeur. Vu qu'on n'est pas dans une société de troc, tu vas me donner de l'argent, tout simplement. C'est une manière de créer un échange équitable entre deux personnes consentantes. Ok ? Ça, c'est la manière simple de définir la chose. Comment dans l'accompagnement on fait pour arriver à des tarifs un petit peu high ticket, comme ceux que je pratique par exemple, à des tarifs à 4 chiffres, on va dire. Il faut faire de la qualité. C'est ce qu'a dit Aurélie dans sa première contrainte et qui est une contrainte essentielle, c'est que aujourd'hui c'est l'accompagnement qui prime. Il faut que l'accompagnement soit au top du top. Il faut qu'il soit 5 étoiles, il faut qu'il soit vraiment quelque chose qu'on est fier de délivrer. Quelque chose qu'on est fier de délivrer, quelque chose qu'on améliore constamment, quelque chose sur lequel on réfléchit à comment je pourrais améliorer, comment je pourrais apporter encore plus de valeur aux gens, comment je pourrais surdélivrer par rapport à la promesse initiale que j'ai faite. L'accompagnement, c'est le cœur de tout ce que vous faites. C'est le cœur de ce que vous vendez, c'est le cœur de ce que vous proposez à vos clients. C'est essentiel de passer du temps pour le travailler et l'améliorer constamment. Sans ça, vous ne pourrez pas demander un prix à la hauteur de ce que vous aspirez ou qui va vous permettre tout simplement de vivre. Donc, au début, on commence par du one-one, du face-à-face, de l'individuel, et on commence avec des tarifs plutôt faibles pour en fait se faire la main, pour gagner en confiance soi-même envers ses capacités. Et petit à petit, on améliore son process avec les 5-10 premiers clients, jusqu'à ce qu'on ait une méthode en place et qu'on se sente de plus en plus confiant quand on vend notre accompagnement pour convaincre les personnes de travailler avec nous. Et c'est vraiment notre propre confiance en soi qui va faire en sorte que les prospects, ont confiance en nous. Et je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé que par rapport à la monnaie, que la valeur d'une monnaie, la valeur d'un billet dépendait de la confiance que les gens avaient dedans. C'est pareil pour vous. Plus vous avez confiance en votre capacité à délivrer un résultat donné, plus les gens vont ressentir cette confiance et plus les gens vont vous attribuer de la valeur. Et plus ils vont vous attribuer une valeur relative supérieure au montant d'argent que vous leur demandez. Si vous proposez un accompagnement à 2000 €, d'accord ? En fait, le prospect, il fait face à un dilemme. Qu'est-ce qui a le plus de valeur ? Votre accompagnement
ou les 2 000 € que je possède. Le but du jeu, c'est que la personne se dise que ces 2 000 € sont mieux investis en vous, avec ce que vous avez à proposer en échange, que gardés sur son compte en banque. Et si les gens ne veulent pas acheter l'accompagnement au prix que vous leur demandez, c'est pas que les gens ont pas d'argent, c'est pas que les gens doivent y réfléchir, c'est pas que les gens doivent en parler à leur femme ou à leur cousine ou à leur mari, c'est juste qu'ils n'ont pas envie de donner leur argent à vous parce qu'ils n'ont pas confiance, tout simplement. La confiance, c'est l'élément clé qui détermine la valeur, que ce soit au niveau macroéconomique ou que ce soit à notre niveau dans nos petits business. D'accord ? Donc ça, c'est important à avoir en tête. Et ça rejoint cette troisième contrainte qu'Aurélie m'a partagée sur pratiquer des tarifs justes, c'est-à-dire à la fois accessibles mais pas non plus low cost. Et ça, oh là là, ce point, ça me tue quand je l'entends. Parce que je l'entends extrêmement souvent de plein de personnes différentes, souvent de plein de personnes qui sont extrêmement talentueuses dans ce qu'elles font. Et on me parle de « je veux être accessible ». Mais en fait, c'est pas une question d'être accessible parce que ça sous-entend deux choses. Ok ? Ça sous-entend que les gens n'ont pas d'argent. C'est faux. Les gens ont de l'argent. C'est juste que vous ne pouvez pas aider tout le monde et il y a des personnes qui n'ont pas d'argent à l'instant T et c'est pas grave si vous ne pouvez pas les aider maintenant. Il faut se mettre en tête que vous ne pouvez pas aider tout le monde, vous ne pouvez pas sauver tout le monde, même si c'est un driver super puissant pour nous tous, moi compris, qui travaillent dans l'accompagnement. On ne peut pas sauver tout le monde. C'est un fait et il faut s'y faire. Il faut accepter de vivre avec. On peut se sauver soi-même et on peut essayer de sauver quelques personnes dans le package d'humains sur Terre qui remplissent certaines conditions pour que ça fonctionne. Et on peut aussi essayer par ce biais-là aussi, et avec un business qui marche, de sauver sa famille, c'est-à-dire d'avoir une stabilité financière et de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire sans avoir à faire de compromis en termes de confort de vie ou d'opportunités pour soi ou ses enfants. Okay ? Donc il ne faut pas chercher l'accessibilité parce que de base, on ne veut pas aider tout le monde, on veut aider une certaine catégorie de personnes qui bénéficieraient le plus de ce qu'on a à proposer. Et les gens, en général, si on prend une courbe en cloche, d'accord, la plupart des gens sont dans ce ventre où il y a de l'argent, ils ont de l'épargne. Vraiment. J'ai regardé le site de l'INSEE et une étude qui a été faite sur l'épargne des Français. Sur ces dernières années-là, l'année dernière, on est un des pays au monde qui avons le plus gros taux d'épargne. On épargne à peu près 17% en moyenne des revenus qu'on a. C'est énorme. Les gens ont de l'argent. Les gens ne veulent pas vous le donner. C'est ça la nuance. Ils ne veulent pas vous le donner. Pourquoi ? Parce que soit votre cible n'est pas suffisamment clairement définie, soit le point de douleur de la cible n'est pas assez clair, soit l'offre n'est pas suffisamment bien structurée pour mettre en confiance, soit la communication que vous faites ne sert pas non plus à mettre en confiance. Par rapport à l'aspect que je viens de dire sur la... Mince, j'ai perdu mon fil. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Mais en tout cas, la notion d'accessibilité de l'offre, il faut vraiment arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. D'ailleurs, j'ai un autre argument par rapport à ça. C'est que pour lancer un business viable, et si vous voulez vraiment aider un maximum de personnes, ok, on peut faire ça. Mais ça va nécessiter que dans un premier temps, la première brique du business, ce soit de faire un accompagnement high ticket. High ticket, c'est un accompagnement, on va dire, à 4 chiffres. D'accord ? Parce que vous allez être tout de suite rentable. Vous allez tout de suite travailler avec des gens qui sont super chauds et super motivés de travailler avec vous et où vous vous assurez en amont dans le processus de vente, dans le processus de découverte, de faire en sorte de vérifier à la fois si eux, ils correspondent à ce que vous cherchez, mais si vous, vous avez aussi envie et si vous sentez qu'il y a quelque chose à faire avec cette personne, parce que vous n'êtes pas la bonne personne pour tout le monde. C'est ça aussi qui est important à avoir en tête. Et que si vous commencez par là, vous allez avoir très vite un business rentable avec peu de charges qui vous demande pas énormément de temps à faire tourner, vraiment, pour atteindre entre
3 et jusqu'à 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, il n'y a pas besoin de faire des dingueries dans son business. Ça peut être très simple, très dirty, très fait à la va-vite. Moi, j'ai pas de site web, je fais mes trucs, je fais les trucs les plus simples possibles à partir du moment où c'est efficace. C'est juste que moi, je veux aller un cran plus loin, donc je suis obligé maintenant de structurer. Mais pour vivre de son activité de base, il n'y a pas besoin de faire tout ça. On peut faire un truc très simple, très efficace, très basique, tant que l'accompagnement derrière a de la valeur. Sauf qu'une fois qu'on est rentable, une fois qu'on génère de l'argent, on peut décider de s'amuser avec et d'aller plus loin. De réinvestir dans d'autres choses, de réinvestir sur soi, dans un autre accompagnement, de réinvestir dans son business avec des nouveaux outils plus qualitatifs, avec d'autres personnes qui travaillent avec nous et qui animent d'autres parties de notre business. Et on peut commencer à réfléchir à démultiplier l'impact de ce qu'on fait. Moi, par exemple, si je passe de 10 000 à 50 000 euros de chiffre d'affaires dans 3 mois, c'est parce que j'ai trouvé un moyen de passer de à peu près 4 nouveaux clients par mois aujourd'hui, on va dire schématiquement 4 nouveaux clients à 2 500 euros aujourd'hui, à 10 nouveaux clients à 5 000 euros dans 3 mois. Aujourd'hui, je suis incapable non seulement de vendre à ce prix, parce que mon offre, elle n'est pas suffisamment bien. Enfin, il y a des choses à améliorer. Et l'argent, c'est pas juste quelque chose qui tombe du ciel, il faut qu'il y ait une valeur réelle derrière. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de délivrer 5 000 euros de valeur dans un accompagnement, et je ne suis pas capable de gérer 10 nouvelles personnes par mois. Ça me demande trop de temps, ça va commencer à être brouillon, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être intransigeant sur la qualité de son accompagnement. C'est ce que j'appelle faire les choses proprement. Ok ? Mais le fait d'avoir atteint, moi, ce premier palier me permet de réfléchir au palier d'après parce que j'ai envie d'accompagner plus de personnes, j'ai envie d'avoir plus d'impact et j'ai envie de proposer quelque chose d'intéressant dans le paysage aujourd'hui de l'accompagnement parce que, moi, Facebook, il vient de comprendre que je suis coach. L'algorithme Facebook, il vient de comprendre que je suis coach. Je me tape toutes les pubs des coachs de coachs qui nous vendent les formations, les masterclass, les trucs. C'est effroyable. C'est effroyable ce à quoi on fait face dans nos business. Ça va pas du tout. C'est pas personnalisé, moi je m'identifie pas du tout à ça, je fais pas du tout confiance. En plus c'est beaucoup de formation et on sait très bien que la formation, on peut acheter autant de formations qu'on veut, le but c'est passer à l'action, c'est faire des choses. Moi j'arrive à gérer 4 clients par mois, eux ils disent qu'ils en ont géré 100 000 sur les dernières années. Il y a un vrai problème dans ce coin-là, et ça, c'est tout ce qui est la bulle infoprenariale, c'est tous ces business de coach. Je vais aborder ça dans le sujet de mercredi prochain, parce que c'est un vrai sujet pour moi auquel je réfléchis. Comment je me positionne là-dedans ? Est-ce que moi aussi, je suis un énième coach de coach, charlatan, machin, ou est-ce que j'ai un vrai truc à apporter ? Je me questionne, et je pense que c'est sain de se questionner, et je commence à avoir des pistes de réflexion très intéressantes. Rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir plus. Et si vous avez des questions à ce sujet, envoyez-moi du MP. Pareil, vous avez tout en commentaire. Enfin, en description, de l'épisode. Bref. Est-ce que vous voyez en quoi le fait d'avoir un business à étiquette, donc avec quelques clients, une poignée de clients au début, vous permet ensuite d'envisager comment on peut développer les choses à l'échelle, si c'est vraiment une vocation, si c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous, au-delà d'assurer la stabilité de votre famille, d'avoir du temps libre pour profiter de ce que vous avez construit, et juste profiter de la vie, quoi, parce que c'est cool de profiter de la vie et de pas être un forçat du travail, quoi. Donc voilà pour cette partie, tarif juste et accessible. Et enfin, le dernier point qui est super important et qui lie un petit peu tout ce que je dis, c'est que pour trouver cette clientèle bien spécifique qui nous correspond parfaitement, il faut pouvoir être sur un marché très large. Donc si vous habitez dans un petit village au fin fond de la Loire et que vous avez votre petit cabinet et que vous essayez d'avoir les gens des villes des 10 km alentours, vous allez très vite être vraiment limité en termes de clientèle. Aujourd'hui, le distanciel, la visio, elle est inévitable. C'est inévitable pour essayer de construire ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Voilà. Donc il faut réfléchir à une offre qui ait un vrai impact et qui fonctionne à distance. Okay ? Parce que derrière, avec les leviers technologiques qu'on a aujourd'hui, et notamment les réseaux sociaux, pas avec la pub, mais avec le contenu organique, comme ce que je fais avec le podcast, comme ce que je fais avec la newsletter, comme ce que je fais sur LinkedIn, on a le potentiel de toucher plein de personnes de manière beaucoup plus naturelle, de créer beaucoup plus de confiance et de créer une vraie relation
avec ces personnes-là qu'on suit, et derrière d'attirer des personnes à soi qu'on n'aurait jamais rencontrées autrement et qui sont vraiment avec qui on prend un plaisir fou à travailler. Je m'en rends compte, je me suis encore rendu compte hier avec une session avec une coachée, je prends un plaisir fou à travailler avec ces personnes parce que c'est des personnes que j'aurais jamais rencontrées autrement et avec qui on a tellement d'atomes crochus, on a tellement de similarités et en même temps tellement de différences de l'autre côté que c'est une expérience humaine incroyable comme métier. Ça, c'est une composante motivationnelle qui est dingue. Donc, toucher un maximum de clients intéressés par son offre, ça implique d'utiliser les leviers digitaux, ça implique d'utiliser les réseaux sociaux et ça implique d'avoir une offre qui fonctionne en distanciel, quitte à créer ensuite des événements en présentiel. Mais pareil, c'est dans un second temps. Aujourd'hui, j'ai pas d'événements en présentiel, je compte en créer, mais c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour l'instant et c'est ok, ça s'appelle prioriser et c'est une compétence qui est super importante en tant qu'entrepreneur et c'est quelque chose qui s'apprend. Une maison, ça se construit brique par brique, il y a un process, il y a une méthode. Si on veut commencer par construire le toit, oui, c'est sympa, mais en fait, on prend les choses à l'envers et ça va pas bien se passer à la fin parce qu'on va payer le prix de l'absence de méthode. Donc voilà, sur le tarif de l'accompagnement, j'ai pas mal épilogué là-dessus. L'épisode du coup va être un peu plus long, je vois qu'on est à 46 minutes passées, mais je pense que c'est vraiment un sujet important. C'est un sujet que je suis content de pouvoir clarifier aujourd'hui. Parce que je pense que c'est vraiment l'élément bloquant de beaucoup d'entre vous. Et si ce que je vous dis, ça vous parle, je sais pas si si vous êtes abonné à ma newsletter Weekly Focus, mais j'ai ouvert des créneaux pour des consultings gratuits de 45 minutes. Donc si vous êtes pro de l'accompagnement, coach, thérapeute, consultant, formateur, que vous êtes concerné par le TDAH, donc et que vous avez cette tendance à procrastiner, à pas savoir par où commencer, à être un petit peu perdu, justement, vu que je suis dans cette redéfinition de l'offre avec ce nouvel angle, j'ai besoin d'échanger avec vous et moi en échange je peux vous apporter de la valeur totalement gratuitement et j'ai vraiment rien à vous vendre derrière. Donc si vous voulez réserver un appel, je vous laisse aussi le lien en description, il va y avoir pas mal de liens mais au moins ça vous laisse le choix parce que c'est important pour moi d'entendre justement vos retours par rapport à ça, de comprendre qu'est-ce qui bloque précisément. Et moi derrière, en fait, non seulement ça m'aide à construire ma nouvelle offre, et en plus ça me fait plaisir de pouvoir vous partager de la valeur. C'est moi que vous aurez au téléphone, donc vraiment n'hésitez pas, foncez. C'est gratuit, sans engagement, donc vraiment rien à perdre. Voilà là-dessus. Et j'avais une dernière question qui était comment déterminer le juste prix sans dévaloriser mon travail et sans exploser le budget des personnes que j'accompagne. Ça, c'était Véro qui m'a posé la question. Je pense avoir extensivement répondu à la question juste là précédemment. Donc a priori, on devrait être bon là-dessus. Donc voilà pour cet épisode sur l'argent. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié à la fois la partie théorique et à la fois la partie pratico-pratique. J'espère que vous n'avez pas trouvé l'épisode trop long. N'hésitez pas aussi à me faire des retours toujours sur le format. C'est vraiment quelque chose que je co-construis avec vous. Donc si vous ne me faites pas de retour, je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans vos têtes et je ne peux pas m'adapter. Quand on est dans un processus créatif, c'est important d'avoir des contraintes pour favoriser la créativité. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez en tête. Et moi j'essaie de trouver des moyens de concilier tout ça pour faire quelque chose qui vous plaise vraiment et qui vous corresponde, qui vous aide surtout. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. J'ai pas préparé du coup l'outro de l'épisode, la fin de l'épisode. Qu'est-ce que je dois dire? Oui, ça vous a plu, pardon, il faut envoyer des notes et des commentaires sur votre plateforme, donc Spotify, Apple Podcast, que sais-je. Mettez une note, mettez un commentaire, c'est super important parce que ça va permettre à d'autres personnes de trouver le podcast et peut-être d'avoir des éléments qui les aident à avancer dans leur cheminement personnel. Donc ça, c'est super important. Si vous ne le faites pas pour vous, si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour d'autres personnes qui pourraient bénéficier de ce que je raconte. Et puis sinon, écoutez, je vous dis à mercredi prochain. C'était un vrai plaisir. Et puis voilà. Ciao!